Mm. Ah, ça monte 42. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on est à 45 personnes en ligne pour l'instant. Est-ce que vous nous entendez bien? Si vous pouvez nous faire un petit message dans le chat, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a 47 personnes en ligne. Je n'ai pas de message pour l'instant. Est-ce que tout le monde va bien? Ah, c'est bon. Bonjour, Oui, Laetitia. Oui, elle nous entend. Super. merci Laetitia. Il y a Gaël qui répond aussi. Merci Gaël. Écoutez, on va attendre 1 minute à 2 maxi pour s'assurer que tout le monde ait le temps de se connecter. J'espère que vous allez bien. En ce début, plutôt entrée d'hiver. Putain, ça commence à se refroidir un peu. Je sais pas dans quelle ville vous êtes tous. Moi, je suis personnellement au Havre, donc c'est très nuageux ici. Et moi, Paris, c'est pas beaucoup mieux. Non. Voilà, on va démarrer dans à peu près une petite minute, 57, voilà, ça se connecte. Ah, bonjour depuis la Martinique, Franck. Ah, bah voilà, le temps doit être agréable là-bas. À Bordeaux, le ciel est très bleu. L'île de la Réunion, il fait super beau. Angélique. Ah oui, Ça donne c'est. envie. Bordeaux, ciel très bleu aussi. Bon, bah, super. Oui, je pense que, mais en fait, c'est une semaine qui est pas trop mal. Nous, on a un petit peu de nuages, mais je pense que ça devrait se dégager cet après-midi. On ne parle pas de ceux qui sont dans les dom-toms, super. Aix-les-Bains, soleil, Ah super. ouais, Nord de Paris. Bayonne, vous nous donnez Et envie là. il y avait Valérie qui est à Toulouse. Bon, bah, c'est bien, on a toute la France qui se connecte. Ah oui, il est 7 heures chez Franck du coup. Oui. Ah non, c'est gris, le soleil dans nos cœurs, bah oui. Ok, 64, on va pouvoir. 65, ça monte encore un petit peu. Lyon, Lyon pour Aline, Béziers pour Evelyne, pas mal d'éclaircies. Le 9-2, Hélène, On n'est pas loin. 67. Hop. Voilà, encore 1 minute. On monte à 70. Il y avait pas mal d'inscrits d'ailleurs sur cette session, on est très content. Oui. Apparemment, le thème vous a parlé. Je crois qu'on a plus de 400 inscrits. Donc là, pour l'instant, on est à 70 connectés. Donc on a encore un petit peu de potentiel de connexion. On va attendre encore une Euh, petite minute. voilà, il y a une Hélène aussi à Orléans. Myriam qui est à Biarritz, à Clermont-Ferrand. Le soleil va pas tarder à sortir, oui. C'est au milieu des montagnes. Ah, Un Amiens. peu de ciel bleu à Amiens. Bon, il y en a. Ouais. Et pour Amélie. Bonjour pour les arrivants. Bonjour tout le monde. Bertrand qui nous dit bonjour de Bordeaux. Ok, super. On est à 74. Je pense qu'on va pouvoir peut-être démarrer tout doucement puisqu'on a, on a On va une petite démarrer? Ouais. Ok. logistique. Voilà, pour pas que les gens déjà prennent sur leur déjeuner. Merci donc Oui. de vous être connectés à notre présentation. Alors, bienvenue à tous dans ce webinaire. Je me présente, je m'appelle Jessica Richard, je suis consultante chez Télis. Et aujourd'hui, alors le sujet que nous allons aborder, c'est la rédaction d'un cahier des charges qui, comme on le sait, lorsqu'il est bien réalisé, devient très rapidement la clé de voûte d'un projet réussi. Donc, un petit point technique avant de commencer, comme ça on laisse tout le monde arriver tout doucement. Bon, je pense que vous nous entendez bien de ce que j'ai compris dans le chat et on voit bien vos réponses, donc ça c'est super. Juste pour vous expliquer un peu le déroulement du webinar, alors il va se passer en 2 parties. La première partie, ça sera, une présentation à peu près, qui va durer 30 minutes, donc que Cédric, aura le plaisir de vous faire et ensuite vous aurez 15 minutes de questions. Donc surtout n'hésitez pas dans le chat à envoyer vos questions au fil de l'eau du webinar. Je les mettrai en favori et donc à la fin, je ferai une restitution de toutes les questions et on pourra les poser à Cédric sans problème.
Un autre petit point aussi, ce webinaire est interactif, donc du coup, c'est-à-dire que vous aurez des questions sondages durant le webinaire que je vous pousserai également dans le chat. Donc n'hésitez pas à répondre, vous aurez les réponses en temps réel et ça vous donnera un peu une tendance de réponse. Voilà, donc je laisse la main à Cédric et bonne écoute à tous. Eh bien, merci beaucoup, Jessica, pour cette introduction. Alors, on va parler rapidement du cabinet Telis dont nous faisons partie. Donc, Telis existe depuis 1997. On est spécialisé donc dans la business analyse et la gestion de projet. Et dans ces activités-là, on a depuis à peu près 2003 développé une méthodologie et donc on forme nos consultants et on les outille. Mais on forme aussi nos clients et on les outille également pour accompagner toute la partie analyse et puis pilotage et recettes avec des outils. Et depuis maintenant 3 ans, on a intégré l'intelligence artificielle dans cette suite d'outils. Donc, je suis très heureux d'animer cette conférence avec l'aide de Jessica. Moi, personnellement, je suis consultant au sein du cabinet depuis maintenant plus de 15 ans. Voilà. On va passer à l'agenda de ce meeting. On va d'abord parler du contexte et des enjeux du cahier des charges. Ensuite, on parlera du processus de construction, voilà, sur la partie théorique du cahier des charges, avec voilà, ce que nous, en fait, on préconise en termes de processus. On va parler ensuite des bonnes pratiques concernant son contenu. Et puis, on vous fera une petite démonstration à la fin d'un outil d'assistance à la rédaction d'un cahier des charges qui va permettre d'augmenter, on va dire, la qualité du cahier des charges et d'en accélérer la production. Alors, on va commencer par le contexte et les enjeux concernant voilà, le cahier des charges, qui est vraiment le pilier des projets. On va commencer d'abord par rappeler une étude du Standish Group qui, tous les ans, nous rappelle la même chose un petit peu. Là, on a zoomé un petit peu sur une question qui avait été posée aux cadres qui participent au projet sur les raisons des projets en difficulté. Et ce qu'on peut observer sur les résultats, c'est qu'on va dire voilà, plus d'un tiers des problématiques des projets qui sont en difficulté sont sur des aspects de besoins et de spécifications, donc soit de manque d'informations ou des besoins et des spécifications qui sont soit incomplètes ou changeants. Et on sait que le cahier des charges est bien le livrable qui est le point central justement de l'expression des besoins des demandeurs et des métiers. Alors, on voulait vous poser une petite question pour faire un premier petit sondage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que vous êtes en phase dans votre expérience et dans les contextes que vous avez rencontrés? Alors, j'ouvre le vote dans les chats, donc n'hésitez pas à répondre. Voilà, le sondage est disponible. Donc, on vous laisse. Alors, pour l'instant, on a 63% de majoritairement, 40% de partiellement. Ça se bagarre un peu entre les deux, mais je pense D'accord. que Bon, c'est le majoritairement qui va l'emporter. voilà, donc Quoique. effectivement. Ah, ça s'avère. Oui, ça s'inverse. La tendance s'inverse. On est à 54% de partiellement. Bon, on va dire dans la D'accord. globalité, on doit être à du 50-50 environ. Bon, dans tous les cas, nous, cette étude du Standish Group dit la même chose en fait depuis à peu près 15-20 ans. Alors après, maintenant, c'est vrai que la structure des projets on a un peu bougé. On est aussi maintenant beaucoup dans des projets agiles qui changent un peu la donne sur l'organisation et justement la gestion du besoin en amont des évolutions. Donc, on va parler maintenant un petit peu du contexte. En fait, dans quel contexte un cahier des charges est utile, puisqu'effectivement, on a plein de typologies de projets possibles. Donc, le contexte d'un cahier des charges, on est déjà sur un projet qui peut avoir une certaine taille, mais pas obligatoirement quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une évolution, par exemple, concerne la mise à jour d'un ou plusieurs processus métiers, mais par exemple un seul même processus métier, avec parfois juste une petite information supplémentaire à gérer, par exemple par rapport à un problème de conformité réglementaire ou une donnée à rajouter dans un processus, eh bien,
ce processus, il peut être multi-applicatif. Maintenant, on a souvent des processus métiers qui sont un peu transverses. On va commencer par saisir la donnée sur un parcours web au client. Ensuite, ça va redescendre dans le CRM. Ensuite, ça peut partir dans le back-office, dans un ERP, etc. Donc, on sent que même parfois un ajout simple ou une petite mise à jour, d'un point de vue métier, elle paraît simple. D'un point de vue système, elle va avoir de multiples impacts. Et bien là, ce qui est intéressant, c'est que même un cahier des charges va permettre en fait d'avoir une vision globale de l'ensemble des impacts d'un même sujet. On a donc aussi des évolutions, bien sûr, d'applicatifs assez significatives. Donc là, je ne suis pas sur juste une petite US qui permet de modifier légèrement un écran. US, donc User Story, dans le cadre de projet agile. Mais là, voilà, à partir du moment où on a une certaine, un certain nombre d'impacts, même au sein d'une même application, quand on a un changement d'organisation, on a eu le cas, nous, récemment, sur des missions où la réorganisation du service nécessitait de revoir aussi la façon dont les outils étaient utilisés, dont les reportings sont faits, etc. Donc ça aussi, ça demande une sorte de cadrage en amont de façon assez globale. Un cahier des charges permet d'avoir cette vision globale. Et puis, bien sûr, tout ce qui est ajout, remplacement d'une partie du système d'information. Donc ça, c'est des sujets que vous connaissez. Donc, on a plusieurs typologies ou origines de projets qui sont éligibles à la construction d'un cahier des charges pour vraiment fiabiliser la vision globale des besoins. Ensuite, en termes de typologie de projet, il y a plusieurs formats en fait, de projets qui sont concernés par un cahier des charges. On a plus tendance à en faire un quand on est en phase d'acteur externe, donc comme dans le cadre d'un appel d'offres ou avec un intégrateur externe. Mais néanmoins, quand on est sur un projet même interne, que ce soit en régie, avec des ressources diverses et variées, dès qu'on a un impact qui est un peu transverse, pour construire une vision globale partagée par l'ensemble des acteurs qui vont être concernés par la mise à jour, le cahier des charges est quand même un outil de communication qui est quand même très, très utile et va permettre de mettre tout le monde d'accord. Ça évitera de partir en silo dès le début, comme on peut le voir parfois dans certaines organisations, où les équipes vont se charger de la petite partie qu'ils ont comprise, sans qu'il y ait un support unique qui permet de faire vraiment la mise en cohérence de tout. Et puis souvent, on se rend compte qu'au bout de quelques semaines ou mois, suivant les choses qui sont à faire, eh bien, il y a des choses qui ne sont pas bien ajustées, donc on est obligé de revenir sur le besoin et de réaligner les équipes parce que le point de départ n'était pas bien formalisé, pas bien validé. Donc l'enjeu du cahier des charges, c'est vraiment ça, c'est de vraiment de poser dès le départ une base claire du besoin et en essayant d'être le plus complet possible. Ça permet aussi de poser la gestion des risques, puisqu'en fait, très en amont, du coup, dès le cahier des charges, on peut lister l'ensemble des risques issus de cette trajectoire d'évolution que le cahier des charges va porter. Ça permet de poser aussi les premières contraintes de planification. En fait, c'est un outil vraiment de communication qui, dès le départ, va mettre tout le monde d'accord sur ce qui est à faire. D'accord ? Et ça va être la référence pour tous. D'ailleurs, on l'a tous vécu. Dès que, suite à un projet ou au cours de projet, on a des problématiques, tiens, on a oublié ça, ou tiens, c'était pas comme ça qu'on avait dit au départ. Bon, généralement, tout le monde va se retourner, on va redéterrer le cahier des charges initial pour essayer de comprendre ce qu'on a loupé. Donc, ce cahier des charges est vraiment d'une importance importante. Et puis, je ne parle pas quand en plus il fait partie d'un jeu de documents contractuels engageants quand il y a des forfaits qui sont mis ou suite à des appels d'offres. Voilà, ça peut devenir être un document qui va être très important pour la suite. Donc, on va aborder maintenant son processus de construction. Alors, idéalement, un processus de construction d'un livrable, on le connaît itératif. L'idéal, c'est qu'il soit également prévisible. Malheureusement, dans la perception classique qu'on peut en avoir, un cahier des charges, parfois, c'est un effet tunnel lors de sa production. C'est-à-dire que la difficulté, c'est de savoir où on en est. Donc, un livrable de type Word, voilà, on a un certain nombre de pages, voilà, où est-ce qu'on en est concrètement de l'avancée sur le périmètre, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, est-ce qu'on peut en avoir une version pour voir ce qui est déjà produit, c'est pas toujours facile. Donc il y a cette impression d'effet tunnel parfois.
Et ensuite, une fois que ce document est produit, on a la validation. Alors, la validation, c'est qu'est-ce qu'on valide dans un document, quel est l'important, les itérations successives qui nécessitent de relire plusieurs fois le même document, à qui on adresse le document. Enfin voilà, cette partie de validation, elle peut être aussi un peu douloureuse, à la fois pour ceux qui valident et aussi pour ceux qui cherchent à valider le document. Donc là, ça peut être une période de tension. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est que on se dit, bon, on a passé suffisamment de temps, on pense qu'à peu près ça devrait le faire, on croise les doigts, et puis on part avec ce cahier des charges et on verra bien par la suite si on a oublié des choses. Et donc ça, c'est la validation par défaut, voilà, qu'il faut effectivement éviter, puisque derrière, on voit les problèmes que ça peut poser dans les projets. Donc nous, ce qu'on préconise depuis le début, en fait, en termes de processus, c'est de rentrer plutôt dans un processus de construction collaborative, en ayant une transparence de bout en bout du processus et avec une validation la plus complète possible. Alors, tout simplement, le processus itératif de construction d'un cahier des charges, c'est bien sûr une succession d'ateliers. Donc le but, c'est déjà de planifier ces ateliers de manière soutenable, à la fois pour ceux qui vont les mener et qui ont en charge la production du cahier des charges, mais également pour ceux qui vont contribuer à ces ateliers, pour voilà, assurer que l'effort soit pas pénible pour l'ensemble des contributeurs. Ensuite, le but, c'est de pouvoir en mesurer l'avancement. On verra un peu plus loin comment on peut faire ça. Mais l'idée, c'est que voilà, on sache précisément où on en est, qu'est-ce qu'on a prévu, le nombre d'ateliers suffisant est normalement prévu depuis le début, avec certains ABAC. Et le but du jeu, c'est de pouvoir avoir une livraison continue du document la plus régulière possible, donc pour éviter notamment l'effet tunnel, savoir où on en est, et permettre également une validation continue du contenu du document. Il n'y a rien de plus pénible que effectivement d'avoir une version finale qui est complètement à valider. Donc là, ce qu'on préconise, nous, c'est d'avoir une technique qui permet de valider au fur et à mesure le document et de savoir où on en est toujours, à la fois de l'avancement de la production, mais aussi de l'avancement de la validation. Ce qui permet en plus pour les contributeurs, qui souvent amènent l'information, expriment le besoin, de voir aussi concrètement en fait leurs besoins validés au fur et à mesure, et donc ils restent motivés en fait, on va dire, dans ce processus itératif dans lequel ils arrivent toujours à se positionner en termes de reste à faire et de ce qui a déjà été validé. Donc ça amène voilà, ça amène une clé de succès en plus, au-delà du livrable qui va être plus en qualité, ça amène aussi une meilleure motivation des contributeurs qui vont ensuite être aussi contributeurs souvent des phases suivantes. Alors, quand on regarde ce processus de construction que nous on préconise, est-ce que, et puis plus largement en fait de par votre expérience, est-ce que, voilà, on avait une deuxième question à vous poser dans ce webinaire, c'est pensez-vous que la construction d'un cahier des charges nécessite un savoir-faire spécifique? Donc de nouveau, n'hésitez pas, hein, c'est ouvert dans le chat. Vous pouvez aller répondre. Voilà, pour essayer d'avoir un petit peu la température. Donc, il faut savoir que voilà, notre cabinet, comme je l'ai évoqué au début, on accompagne en fait tous ces phases projets, mais il y a aussi effectivement un aspect formation qui pour nous est très important, à la fois en interne, mais aussi qu'on diffuse des compétences qu'on diffuse chez nos clients. Le but, c'est de les rendre autonomes sur ce type d'activité. Alors, la majorité des réponses sont plutôt d'accord, à 69%, tout à fait d'accord à 22%, on a 6% de plutôt pas d'accord et 6% de neutre. Donc, on est plutôt sur une grosse tendance à plutôt d'accord. Okay. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup pour vos réponses. On va continuer maintenant encore sur, voilà, sur comment, de façon théorique, en fait, l'approche à avoir sur un cahier des charges tel que nous, on l'a défini. Alors, on va faire quelque chose de très synthétique, puisqu'on n'a que 30 minutes pour aborder cette thématique. L'approche top-down, je pense que tout le monde la connaît.
et la complétude du périmètre. J'ai essayé de rendre de façon très schématique en fait la construction d'un cahier des charges et surtout son positionnement par rapport à la partie solution. Donc si on prend un axe vertical qui serait celui du périmètre du projet et un axe horizontal qui concerne, on va dire, la précision, le niveau de détail auquel on va décrire le besoin dans un premier temps et du coup la solution dans un second temps. Donc c'est aussi l'axe temps en fait, hein. On avance dans le temps plus on avance dans le temps, plus on avance dans le détail. Eh bien, pour nous, le cahier des charges, c'est vraiment la partie qui va, ici, dans un premier temps, essayer de parcourir le maximum le périmètre, enfin de couvrir un maximum le périmètre en termes d'expression de besoin avant de basculer dans la partie solution. Et donc, la partie solution, on sera plus dans des spécifications, on va dire, détaillées, générales. Le cahier des charges, lui, va se limiter vraiment à l'expression du besoin, mais néanmoins, pour assurer que le périmètre soit bien couvert, on va quand même s'atteler à couvrir certains aspects du besoin, avec notamment les concepts et les données métiers. On parlera après la partie modélisation, les fonctions métiers et les règles de gestion. Et ensuite, côté spécification, on ira plus loin, on ira plutôt dans des aspects objets, champs, tables, enfin voilà, on sera plus dans la technique. Et d'ailleurs, on sera dans la solution plutôt choisie. On parlera de fonctionnalités applicatives, on rentrera plus en détail dans les écrans de la solution, dans les échanges interapplicatifs, etc. Donc voilà, mais par contre, ici, voilà, ce graphe-là, il est pour mettre en évidence effectivement que l'idéal, c'est que le besoin, dans le cadre du cahier des charges, soit couvert à 99%. Alors, on sait toujours qu'il y a un petit décalage et que quand on arrive dans la solution, on découvre le moins de choses possible. Donc maintenant, on va aborder le contenu. Un cahier des charges, c'est un document avant tout, et donc pour le construire, on a défini un ensemble de bonnes pratiques. On va vous en présenter quelques-unes sur différents aspects de la production du document. Le but est de vous donner voilà, quelques éclairages sur ce qu'on peut faire. Et donc, on va commencer par les bonnes pratiques de rédaction. Les bonnes pratiques rédactionnelles, elles sont décomposées en différentes catégories, mais on en prend quelques-unes ici. On a déjà la clarté. Alors, la clarté, ça paraît un objectif très flou, mais en fait, ça peut être décomposé. On a cette notion, par exemple, d'autocompréhensibilité. Donc, en fait, le document doit être autoporteur, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir besoin d'aller chercher l'information dans d'autres documents. Le cahier des charges en lui-même doit être compréhensible en une seule itération de lecture. Et l'idéal, c'est même se mettre dans l'idée que le cahier des charges peut être lu par quelqu'un qui n'a aucune connaissance du sujet. Et il doit comprendre l'intégralité du document. C'est au final ce qui arrive quand le cahier des charges se retrouve en lecture chez un intégrateur externe qui n'a pas les terminologies métiers propres à l'entreprise concernée, etc. L'autre aspect, c'est la précision. La précision, ça veut dire utiliser des termes précis, donc ça veut dire définir l'ensemble des terminologies, toujours illustré par des exemples pour que ce soit beaucoup plus clair, et utiliser toujours les mêmes termes. C'est quelques items comme ça. Ensuite, on a la simplicité, faire que des phrases courtes, voilà, éviter des phrases à rallonge, faire des phrases monomessages, être toujours en voix active et pas en voix passive. Donc, on a quelques règles comme ça qui peuvent en plus être contrôlées assez automatiquement pour s'assurer de la simplicité de la rédaction. On a ensuite les règles de progressivité. On a déjà abordé ça au niveau de l'analyse, mais l'aspect top-down est très important. Ça veut dire aussi du simple vers le complexe. Et puis, plus généralement, surtout quand on rentre un peu dans le détail, par exemple des processus, etc., on part toujours du cas nominal, puis ensuite de l'exception. C'est la règle de Pareto. On va toujours parler effectivement du cas le plus couramment, le cas d'usage le plus couramment utilisé. Et ensuite, l'organisation du document, donc éviter de la dispersion. Voilà, on peut avoir des fois des documents qui font référence à des choses, à des pages, à des écarts de pages très importants. Avoir un aspect attentif, voilà, à la cohésion du document, pas de référence en avant, pas de superflu, écrire l'essentiel. Bon, voilà, on a des choses comme ça qui sont assez simples à comprendre quand on le lit sur un support. Après, la mise en pratique demande un petit peu d'entraînement.
mais et avec un peu d'outils aussi, on peut rapidement avoir des petites alertes en fait, qui nous portent attention à certains de ces critères-là. On a ensuite quelques règles sur la structure qui peuvent être appliquées. Alors là, on est sur des règles assez, on va dire, systémiques. Qui n'a pas, enfin moi par exemple quand je prends un document ou qu'on me présente un cahier des charges, la première chose que je fais c'est que je vais regarder la table des matières. La table des matières en dit long sur, voilà, on peut déjà voir à peu près la qualité de nos documents à la table des matières en termes d'organisation. Donc là aussi on a des règles voilà, de contrôle possible sur les structures et le chapitrage. Je vais en prendre une par exemple. Niveau de chapitre homogène, donc en fait, ça peut paraître un peu systémique, mais en fait, s'interroger en disant est-ce que mon arbre de sommaire il est équilibré, ça me permet de me challenger là-dessus, même si ça paraît très technique et peu en rapport avec le contenu. En fait, au final, ça va m'alerter sur peut-être des regroupements possibles, des choses qui peuvent être mieux agencées. Donc voilà, ce sont des alertes un peu techniques, mais qui permettent de quand même se poser quand même des questions en continu sur la bonne structure du document. Je vais aborder maintenant voilà, un sujet qui est important dans le cahier des charges, qui est souvent contenu dans les premiers chapitres, c'est le cadrage du projet. C'est un peu toute l'intention du projet avant de rentrer dans le détail des besoins. On a quelques items là qu'on vous a mis sur ce slide-là. On parle du modèle des enjeux, en fait. Pour vous dire que ce n'est pas juste une succession de chapitres à remplir. Quand on prend par exemple les objectifs du projet doivent à la fois potentiellement reprendre les points forts de l'existant, mais aussi les défauts. Ils doivent également couvrir et corriger les défauts de l'existant. Les objectifs doivent être mesurables en termes de bénéfices, de valeur. Donc en fait, c'est là, si on regarde en vertical, il y a une certaine cohérence qui doit être assurée entre ces différents items. Et pareil, en horizontal, c'est la même chose. Il y a aussi un effort de cohérence à faire. Le périmètre, on doit être sûr que le périmètre qui est décrit, alors qui peut être décrit de différentes manières, hein, on peut le prendre par les utilisateurs, les personas, par les processus applicatifs ou les processus métiers. Il faut que ce périmètre-là couvre bien l'ensemble des objectifs qui ont été décrits pour le projet. Ce périmètre, l'idéal, c'est qu'il soit priorisé. Et puis, si on veut bien le détourer, généralement, il faut faire une photo en négatif, c'est-à-dire qu'il faut que le hors-périmètre soit aussi explicite. Et c'est comme ça qu'on évitera les implicites ou les non-dits qui sont ressortis en cours de projet par la suite en disant bah, c'était bien sûr, voilà, il fallait faire ça, c'était pas dit, mais il fallait le faire. Le hors-périmètre va permettre justement de détourer vraiment de manière beaucoup plus fiable le périmètre. Et donc, c'est pareil, ce hors-périmètre s'adresse aussi avec les différents axes avec lesquels on peut définir le périmètre. Donc, ça peut être des utilisateurs qu'on signe à leur périmètre, des processus qu'on signe à leur périmètre, etc., etc. Et puis ensuite, on a mis un dernier exemple, c'est sur les contraintes. Les contraintes, elles peuvent être multiples sur un projet, elles peuvent être de planning, réglementaire, etc. Enfin, il y a plein de typologies de contraintes. Et puis derrière, il y a tous les risques qui peuvent aussi alimenter ces contraintes. Donc, les risques à ne pas faire. Donc, si on ne fait pas le projet, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est intéressant de se poser cette question. Et les risques à faire. Donc, si je fais le projet, quels risques je prends? Et puis, les risques à conduire le projet qui permettent aussi de mettre en place peut-être l'organisation ou d'anticiper certaines orientations sur l'organisation à mettre en œuvre. Voilà, donc ce modèle des enjeux, il peut être aussi voilà, structuré, guidé, et c'est un travail aussi un peu d'artisanat de mettre tout ça en cohérence. Il y a une partie que nous, on préconise fortement dès le cahier des charges, c'est d'utiliser au maximum, dès que c'est possible, de la modélisation. On sait bien que l'adage qui dit qu'un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours, on retrouve un petit peu, mais de manière très concrète, déjà un système d'application d'information ou une application de façon plus générale, de toute façon, ce sont des données, des informations qui sont ensuite manipulées par des fonctionnalités. La modélisation nous permet de résumer de façon assez rapide le périmètre des données qui doivent être concernées par le projet et une cartographie en fait, que nous on appelle donc MCD, c'est pour la modèle conceptuel de données, qui est assez connu, assez standard, ça peut être du Maurice, de l'UML. Le MCF, c'est quelque chose qu'on a
une notion qu'on a, nous, introduit en fait, dans le cahier des charges, c'est le modèle conceptuel fonctionnel. En fait, c'est un schéma d'urbanisation appliqué au périmètre qu'on veut adresser et qui va permettre de voir en fait, le périmètre en termes de fonctionnalité sous format de poupée russe, donc qui permet aussi d'avoir cette vision globale qui permet de contrôler plus facilement un périmètre. Et puis après, on a bien sûr toutes les descriptions de processus quand c'est nécessaire pour bien comprendre l'activité. Donc tout ce qui est BPMN, enfin voilà, diagramme de processus et tous les diagrammes qu'on peut utiliser dans ces contextes-là. Donc l'importance de la modélisation dans la compréhension en fait et les contrôles toujours de complétude de ce qu'on aborde. Et ensuite, un sujet qui nous tient à cœur depuis maintenant plus de 20 ans, dès 2003 en fait, à l'époque c'était pas encore très connu, en tout cas dans les formats de projets informatiques classiques, c'était la gestion des exigences, qui est maintenant bien décrite dans toutes les normes de business analyse. Et en fait, pour nous, une exigence, c'est quoi? C'est une expression formalisée d'un besoin. Alors, ce qui est intéressant quand on dit ça, c'est que c'est aussi quelque part une unité d'ouvrage. Alors, j'appelle ça une unité d'ouvrage. Je la compare à une unité d'œuvre qu'on peut avoir, comme par exemple quand on fait des développements, une ligne de code peut être une unité d'œuvre. L'exigence pour nous dans un cahier des charges, c'est l'information la plus petite utile. Alors, ces exigences peuvent être soit fonctionnelles, soit non fonctionnelles, comme des exigences de performance ou d'ergonomie, ou ça peut être aussi des exigences projet. Dans tous les cas, elles peuvent être diverses et variées, et elles doivent respecter des règles rédactionnelles aussi propres pour être tout à fait compréhensibles. On en a mis quelques-unes là, donc voilà, toujours pour ceux qui connaissent un peu et qui travaillent déjà en agile, on a des normes aussi pour quand on rédige des user stories. Voilà, ça peut reprendre un peu cette typologie de rédaction. On a l'autosuffisance qui est très importante. On va pouvoir l'extraire de son contexte et pouvoir la comprendre voilà, sans difficulté. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on voit les captures qui sont sur la droite de l'écran, c'est que j'ai fait quelques captures d'écran de livrables. Et on voit tout de suite l'intérêt, surtout sur la grande capture, que quand on balise bien les exigences dans un document, et notamment dans un cahier des charges, on peut bien faire la différence entre l'exigence qui apporte l'information structurante sur la solution qui devrait être construite derrière, du texte explicatif ou descriptif qui amène juste une compréhension un peu plus approfondie. Et donc ça va être très important en termes de lisibilité du document, d'une part, et de contrôle par ailleurs, puisque ces exigences, une fois qu'elles sont balisées dans un document, le but aussi, c'est qu'elles puissent être exploitées hors du document. Donc, par exemple, vous avez la capture qui est en dessous, qui est une capture d'une extraction de ces exigences dans une grille, là, en l'occurrence Excel, qui va permettre d'être utilisée dans plein de cas de figure, soit dans des phases de validation, soit dans des phases de contrôle, si on est dans un appel d'offres. L'éditeur va se positionner sur chaque exigence, est-ce que c'est du standard, du spécifique, etc. Enfin voilà, il y a plein d'usages possibles à faire de travailler avec une arborescence d'exigences qui peut être voilà, comme ça, mise sous un tableur ou dans d'autres outils qui permettent de les manipuler. Donc la gestion d'exigences est pour nous voilà, un des piliers aussi dès le cahier des charges, un pilier de qualité, de découpage de l'information dans un cahier des charges. Alors, une nouvelle question, du coup, est-ce que pour la construction d'un cahier des charges, vous utilisez des outils spécifiques? Alors, quand on parle d'outils spécifiques, on ne parle pas bien sûr de l'éditeur de texte Word, ou parfois, j'ai même vu des cahiers des charges faits sous PowerPoint. On parle vraiment d'outils particuliers. Voilà, on peut peut-être, je vais regarder au niveau de Jessica, tu peux lancer le ça y sondage. est, c'est ouvert, c'est la dernière question, donc n'hésitez pas à répondre. Et pour le moment, on est à 50% de non et 50% de non, mais j'aimerais. Ah, ça commence à se... Ouais, globalement, ça sera 50-50. Donc, a priori, personne n'utilise d'outils spécifiques pour la construction d'un cahier des charges. Enfin, très peu, de ce que je comprends. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est une vue très rapide, puisqu'on a assez peu de temps, et après, je voudrais répondre à vos questions, d'un outil. Alors, nous, on développe des outils depuis maintenant plus de 15 ans, et donc, au fur et à mesure, on a abouti à une plateforme en ligne qui s'appelle Sand, et on a un outil spécifique dans cette suite d'outils qui s'appelle SandDoc, qui est en fait un assistant à la construction, tout simplement, d'un cahier des charges en mode collaboratif.
Alors, je vais vous le présenter à l'écran. Voilà, vous l'avez ici. Je vais mettre en plein écran pour que ce soit plus visible. Voilà. Donc, c'est un outil en ligne. Et je vais vous alors on va juste vous montrer rapidement les fonctionnalités, mais on retrouve donc, comme je vous évoquais tout à l'heure, la partie cadrage, donc contexte et enjeu. Vous avez ici tous les éléments en fait d'un cahier des charges. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en atelier, vous affichez l'écran et vous rédigez en fait et vous posez les questions au fur et à mesure aux interlocuteurs, aux contributeurs. Donc vous pouvez comme ça compléter les différentes cases, contexte et enjeu. Quand on commence à parler du périmètre d'un point de vue donné, en fait, vous avez la capacité à pouvoir, par du texte en plus, on va dire en français assez simple, ce texte-là génère automatiquement un modèle de données que vous pouvez ensuite manipuler, analyser, voilà, et pour générer tout ce qui est périmètre de données. Vous avez un outil ici qui permet de faire la même chose sur la partie mapping des fonctionnalités. Donc voilà, que vous pouvez ici travailler sous format de puce. Et tout ça permet en fait directement de générer tout simplement automatiquement une première version de livrable. Donc on voit ici avec reprise des différentes actions, il y a des définitions qui sont déjà que vous pouvez modifier mais qui sont déjà pré-générées par l'outil. Ce livrable, vous pouvez bien sûr l'exporter ensuite en Word. Donc en fait, le livrable se construit déjà en grande partie par le biais de cet outil-là. Et c'est un outil qui, bien sûr, a d'autres fonctionnalités, qui permet par exemple également de générer des cas de test. Ce qui est intéressant aussi dans le dialogue qu'on peut avoir en mode collaboratif avec les différents métiers en atelier, c'est que, notamment sur le cœur de métier qui est ici, on peut aller sur des jeux de données qui sont générés automatiquement, et donc on peut ici un peu challenger les métiers mais en leur donnant à voir en fait des jeux d'essai concrets pour voir si ça répond bien, et on peut aller encore plus loin. Si on a besoin de s'assurer de la compréhension, bonne compréhension de besoin, on peut avoir un aperçu généré automatiquement d'une application automatiquement générée à partir du modèle de données et des jeux de données qu'on peut bien sûr compléter, etc., etc. Donc ça permet aussi de dialoguer, d'être sûr que voilà, on est sur une bonne compréhension de certains aspects du besoin. Ça permet de challenger en temps réel les métiers ou les utilisateurs qu'on questionne. On a bien sûr d'autres fonctionnalités. On peut à tout moment faire des maquettes de process, d'état, de maquettes d'écran. Voilà, on a un outil tout intégré qui nous permet ensuite de générer le document qu'on a vu. Et on a même aussi, dans le cas où on reprend un projet, où on a des documents existants, on a la capacité ici à pouvoir faire du reverse engineering, c'est-à-dire et là, on utilise un peu l'intelligence artificielle pour aller détecter les termes métiers d'un document. Donc là, on peut y insérer des documents en entrée et il va automatiquement nous proposer un modèle de données en détectant les terminologies métiers, les liens entre les termes, etc. et générer automatiquement du modèle de données. Donc c'est un outil un peu global qui permet de prendre le sujet d'un cahier des charges par plusieurs morceaux et de pouvoir ensuite également, bien sûr, exporter. On voit ici le tableau d'exigence au format Excel. Et après, vous pouvez exporter tous les contenus que vous avez définis ici dans différents formats, dont le format Word qui sera le livrable final. Je pense qu'on voilà, c'était juste pour vous donner un aperçu, parce qu'on n'a pas le temps de faire une démo beaucoup, enfin voilà, une mise en musique, hein, ça serait un peu trop long, mais vous voyez un petit peu l'idée. Et ce qu'on constate nous, c'est on accélère quand même fortement la construction d'un cahier des charges, et surtout on a cette capacité à pouvoir être en mode collaboratif lors des ateliers, et on l'utilise sur l'ensemble des projets qu'on mène chez nos clients, voilà, en régie ou au forfait. Alors, on a quelques questions, Cédric. Je ne sais pas si tu veux qu'on... Je vais repasser sur le support. Oui, donc voilà, avec plaisir, je vais pouvoir répondre à vos questions. Ouais. Alors, on a une première question. Pardon, je te laisse les lire alors dans ce cas-là, si tu as la visibilité. Elles sont dans l'ordre, ouais, je vais les prendre dans l'ordre du coup. Est-il prévu de voir plutôt le côté envoi des spécifications fonctionnelles aux développeurs? Alors, ce qui est intéressant dans ce qui est dit, alors je ne sais pas si je comprends complètement la question, mais donc c'est une question de Michael.
Les spécifications fonctionnelles aux développeurs, en fait, justement, c'est toute l'intelligence, en fait, on va dire, l'apport pour un développeur, c'est d'avoir ces règles métiers, ces exigences qui sont extrêmement balisées dans le document. Et même sur les derniers projets, on a même la capacité à pouvoir leur envoyer des cas de test en fait déjà exécutables sur des applications web. Donc en fait, le développeur, là, on est en train de développer un gros projet. On est en train d'accompagner un gros projet où à l'intégrateur, on envoie les spécifications et on envoie aussi des cas de test exécutables sur son application pour les développeurs puissent faire des premiers tests automatiques. Et donc pour nous, alors, et si je réponds aussi, c'est souvent aux développeurs, on envoie des spécifications détaillées. Et dans notre façon de faire, l'exigence pouvant être affinée au fur et à mesure, on n'a pas de discontinuité entre un cahier des charges et une spécification générale et une spécification fonctionnelle détaillée. En fait, on va juste augmenter le niveau de détail et on va pouvoir aller dessiner éventuellement les écrans, aménager les fonctionnalités qu'on a conceptualisées au départ. On va les implémenter de manière de plus en plus concrète, parfois en accompagnant justement la partie technique qui va nous aiguiller sur ce qui est faisable et pas faisable d'un point de vue concrètement dans la solution cible. Et donc, voilà, les spécifications fonctionnelles, en fait, peuvent être complètement bâties à partir de la solution que je viens de montrer, la partie détaillée, avec les captures d'écran, et on localise encore plus les règles de gestion et le fonctionnement des écrans dans la rédaction des exigences qu'on peut avoir. J'espère que j'ai bien répondu à la question. On va passer à la suivante. L'outil peut-il être aussi adapté à l'écriture d'un cahier des charges projet pour un domaine non informatique? Alors, bien sûr, on peut, notamment tout ce qui est cadrage, même, ça répond à tout type de projet. Par contre, c'est un outil qui est quand même sur la partie données et fonctionnalités. On est quand même plutôt sur un cahier des charges lié à une évolution derrière informatique. Néanmoins, il nous est déjà arrivé d'accompagner des clients et notamment la partie exigence, elle peut être utilisée aussi pour des contraintes ou des exigences non informatiques. Et donc ça peut être intéressant, par exemple dans un contrat, même dans des statuts, on l'a déjà utilisé dans des contrats juridiques, où en fait on balisait en fait les règles au format des exigences, ce qui permettait ensuite de les manipuler beaucoup plus facilement. Donc, on va dire, si on enlève la partie donnée, tout le reste peut être utilisé dans un cadre non informatique. Ouais. Bonjour, ayant pris en cours, avez-vous un outil de planning de type Gantt? Alors, la partie planning, alors nous, on est centré sur la partie cahier des charges. Là, pour l'instant, on a dans l'outil en tant que tel que vous l'avez vu, il n'y a pas d'outil. Il y a un outil Gantt, mais qui est plugué à un autre endroit. Ce n'est pas dans la partie cahier des charges. C'est plutôt dans la partie gestion de projet. Et dans la partie de gestion de projet, effectivement, il y a un planning de type Gantt qui est disponible. Mais là, c'est dans un autre outil. Là, ce n'est pas dans SandDoc. Je crois qu'on a fait le tour des questions, Cédric. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. N'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes intéressé par la méthode. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient, on forme, on outille. Voilà, on a plein d'axes d'intervention. Donc, vous pouvez nous contacter via le mail qui s'affiche, contact@telis.com. Et on fera des webinaires voilà, sur ce sujet et sur d'autres. Notamment, je crois qu'on participe d'ailleurs à la journée, la semaine prochaine, donc la journée nationale de l'ingénierie des exigences. Donc, c'est un salon qui va se tenir du 5 au 7 novembre, qui sera en ligne également, et on va faire des conférences dans ce contexte-là. On a une nouvelle question de Sophie, Cédric, si tu veux. Alors, tu l'as mis en favori? Je ne la vois pas encore. Hop, je te la mets en favori tout de suite. Merci. Là, c'est bon. Ah, c'est bon. Du Gantt pour construire mes mappings fonctionnels. Voilà, j'utilise des applications spécifiques. Proposez-vous des connecteurs pour assurer l'interop avec des imports et d'autres applications? Alors, il y a pour certains schémas, en fait, on a la capacité de pouvoir utiliser des formats standards quand ils existent. Sur les mappings fonctionnels, alors je ne sais pas quelle application spécifique vous utilisez.
Donc après, on est sur du format Draw.io. Donc le Draw.io, je ne sais pas si c'est ce type d'application que vous utilisez. Il faudra regarder un petit peu en détail sur le mapping fonctionnel. Après, dans tous les cas, l'outil permet d'accompagner la production. Et puis après, derrière, il y a aussi possibilité de compléter par d'autres outils. En tout cas, le document final, de toute façon, à la fin, il est sous Word. Donc après, vous pouvez travailler sur d'autres outils. Mais sur le mapping, on utilise un petit peu du Draw.io en fait en fond derrière, donc avec les formats qui sont importables avec ce type d'outil. Il y a Sophie qui a mis dans le chat un listing d'applications, je suppose qu'elle utilise pour répondre à ta question, je pense. Ah oui, Miro. Alors oui, là on est sur Miro, on est vraiment du collaboratif, donc ça c'est un outil qui est intéressant. Alors, il peut prendre plein de formes différentes. Xmind c'est du mind mapping, j'imagine. Donc ça c'est des choses. Oui, donc on est sur des outils un peu spécifiques qui sont. Alors ça dépend comment vous les utilisez parce que dans Miro, on peut faire un peu tout type d'animation et de schéma. Souvent, ensuite, il faut les reprendre quand on les insère dans un cahier des charges. Ce sera étudié, en fait, parce on est plutôt sur un développement avec une plateforme ouverte. Donc, on est en développement continu, en fait, sur notre plateforme. Donc, il faudrait avoir des cas d'usage précis, mais ça peut être intéressant, effectivement, de voir ces cas d'usage, d'être en intégration avec d'autres outils un peu plus. Ok, on prend note, en tout cas. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci Myriam, merci, bonne journée à vous aussi, avec le rayon de soleil basque. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on est dans les temps, 47, on est à peu près dans les 3 quarts d'heure qui étaient impartis. Écoutez, on vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés. En tout cas, bonne journée à tous. Très bonne journée et bon appétit.